Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Introduction A. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sylvia Serbin, auteure de la bande dessinée Ndaté Yalla Mbodj, une reine sénégalaise au temps des invasions européennes. A tout de suite. Bonjour Madame Serbin. Bonjour. Bienvenue à l'émission Introduction A. Alors, vous êtes la première journaliste noire à Radio de France. Je suis. Oui, et historienne, écrivaine franco-afro-antillaise. Vous avez contribué à la rédaction de publications de l'UNESCO sur l'encyclopédie Histoire générale de l'Afrique, volume 8, un programme d'e-learning sur les figures féminines de l'histoire africaine et l'ouvrage Femmes africaines, panafricanisme et renaissance africaine. Je souligne aussi que votre livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora est l'unique publication à ce jour qui est consacrée à des femmes africaines en tant qu'actrices historiques allant de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Oui. C'est ça? Oui. Alors, donc vous êtes pionnière, on peut le dire. Oui, c'est dommage d'ailleurs parce que je pensais que beaucoup plus de gens auraient suivi le mouvement, oui. Mais il faut dire que c'est quelque chose que je portais en moi depuis très longtemps et c'est peut-être inconsciemment que j'ai fait des études d'histoire pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous demander. Comment est née en fait l'idée de rassembler toutes ces figures féminines? En fait, je dois dire que bon, je suis née, j'ai grandi au Sénégal, oui. Et mon enfance a été bercée par, à l'époque il y avait ni jeux vidéo, ni télévision, voilà, ni ordinateur. Et le soir, quand on revenait de l'école, c'était les anciens qui nous réunissaient en attendant le repas du soir, et qui nous racontaient toujours soit des contes et légendes pour nous transmettre un certain nombre de valeurs morales, et soit l'histoire des grands empires des héros de l'Afrique pour nous rendre un peu fiers de ce patrimoine historique. Et moi, mon enfance a été bercée par l'histoire de Ndaté Yalla, qui est une reine du 19e siècle, qui a résisté contre les invasions coloniales françaises notamment, pour protéger son territoire. Et plus tard, donc quand j'ai fait mes études d'histoire à Paris, c'était en plein mouvement du féminisme naissant. Et dans les amphis, il y avait des féministes qui venaient pour nous dire il faut vous révolter, il faut il faut défendre les droits des femmes et tout. Et à l'époque, c'est pas que je suis si vieille, mais quand même, on était dans les amphis, on était très peu de femmes noires à faire des études supérieures. Donc c'était à Jussieu, à Paris 7. Et dans l'amphi, si on était 3 ou 4, c'était un maximum. Oui. Et chaque fois, à la fin, elle nous indexait, même si on n'était pas assises côte à côte, oui, vous les femmes africaines, vos sociétés sont trop archaïques, il faut... Et moi, ça me choquait parce que je savais que dans mon enfance, j'avais entendu parler des Amazones, j'avais entendu parler de ces reines, de ces guerrières, de ces résistantes, des femmes qui dirigeaient même leur communauté. Et chaque fois, j'étais quand même vexée de me sentir indexée, mais à l'époque, on ne nous avait pas appris à élever la voix, n'est-ce pas? Donc on écoutait ça. Et plus tard, quand j'ai été journaliste à Radio France, je travaillais sur des archives coloniales, des archives militaires françaises du 19e siècle. Et là, je tombe sur le rapport d'un officier français à sa hiérarchie à Paris, qui raconte qu'ils étaient en train de combattre donc, dans une région, c'est le Wallo, et il disait que la résistance était très dure et qu'elle était menée par une femme. Et je vois le nom de Ndaté Yalla. Alors, pour faire vite le lien, c'est que quand j'étais à l'université, donc on parlait beaucoup de ces questions d'histoire parce que je me suis spécialisée dans l'histoire de l'Afrique. Et j'ai demandé à un de mes professeurs, je ne comprends pas, on étudie beaucoup de grands personnages mais jamais de femmes. Or, je sais qu'il y a des femmes qui ont joué un rôle dans cette histoire. Et il m'a répondu que les femmes noires n'ont joué aucun rôle dans l'histoire et que si moi j'ai entendu parler de certains cas, ce sont des mythes inventés
exploité par des populations primitives Bien sûr. pour essayer de mettre les femmes en valeur. Alors, c'est vous dire que quand je suis tombée sur ce document français parlant d'une reine africaine, j'ai dit, ah bah, si les Blancs eux-mêmes mettent leur nom quelque part et reconnaissent qu'elles ont existé, donc c'est pas du tout un mythe. Bien sûr. Et ça a été un peu le déclencheur de toute ma recherche. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à fouiller dans toutes les archives possibles ce que je pouvais trouver sur des femmes qui avaient joué un rôle marquant dans l'histoire de leur pays, sur le continent. Et la chance aussi, en tant que journaliste, c'est que j'ai beaucoup voyagé sur le continent. Et chaque fois, j'essaie de rencontrer des traditionnistes pour compléter avec leur récit ce que je trouvais dans les archives. Voilà. Et puis, je ne veux pas être trop bavarde, je garde le reste pour la fin. D'accord. Alors aujourd'hui, justement, Introduction s'intéresse particulièrement à cette bande dessinée qui est dédiée à Ndateya Lombot, une reine sénégalaise au temps des invasions européennes. Alors, en sachant que la dernière souveraine du Wallon, Ndateya Lombot, fait partie des 22 résistantes, si je ne me trompe pas, qui se trouvent dans le livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora, et qui a été d'ailleurs édité par la librairie Tamiri où on est. Oui. Donc, en fait, ma question, c'est de savoir pourquoi Ndateya Lombot. Et pour donner un avant-goût à nos téléspectatrices qui vont regarder cette émission, est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'elle? Absolument. Donc d'abord, il y a le début, c'est ce livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, qui a 18 ans bientôt. Absolument, mais je pense que vous savez que quand on essaie de se réapproprier notre histoire, on est quand même beaucoup combattu, ce qui fait que ce livre, c'est grâce au public qu'il continue d'exister, grâce aux bouches à oreilles, mais au niveau des médias, bon, moi je vis en Europe, il y a eu beaucoup de freins et beaucoup de barrières pour empêcher que ce travail soit trop connu, parce qu'effectivement, l'histoire coloniale a dressé de nous le portrait et l'image a créé de nous d'image de gens passifs qui étaient des sauvages, qui vivaient dans les arbres et qui n'ont rien créé. Or là, ça montre des royaumes organisés, des hommes et des femmes qui se suffisaient à eux-mêmes, des activités économiques, des échanges entre les différentes régions du continent, donc voilà, et des femmes au cœur de tout ça. Alors, il y a eu donc d'abord Reine d'Afrique, et ensuite, j'ai voulu m'adresser aux plus jeunes, parce que j'ai fait des conférences, j'ai été invitée à faire des conférences un peu partout dans le monde, et souvent des parents à la fin venaient me dire, est-ce que vous ne pouvez pas aussi reprendre ces personnages, parce que nous les parents, on n'a pas toujours le temps de raconter ces histoires à nos enfants, et donc c'est quelque chose qui me mobilisait depuis très longtemps. Et il y a 2 ans, j'ai été approchée par une association panafricaine qui est basée au Québec. Et la présidente avait beaucoup aimé Reine d'Afrique. Et elle m'a dit, mais est-ce que vous pourriez décliner 1 ou 2 personnages? Et je dis, c'est une question de moyens, il faut payer un illustrateur, il faut, voilà. Et elle a dit, bon, je vais essayer de trouver les moyens. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce projet, donc de 2 livres jeunesse à proposer sur ce projet-là. Elle a obtenu un soutien aussi partiel de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, parce qu'il y avait un appel à projet, donc elle a présenté ça, ce projet-là, et ça a été accepté. Donc, pourquoi Ndateya là? Donc, parce que c'est ma reine d'abord, en tant que Sénégalaise, de cœur au moins, et sachant aussi que il y a beaucoup d'enseignements qui pouvaient être tirés, non seulement parce qu'elle a vécu donc dans une région où moi-même je suis née, la région de Saint-Louis du Sénégal, le royaume du Wallo, que ça a été la première femme dans cette région à s'élever contre la colonisation, parce que avant elle, donc les colons avaient réussi à faire signer des traités à des rois antérieurs, et elle, quand elle a vu qu'en fait ils étaient là pour s'emparer des terres et créer un empire colonial, donc elle a résisté, elle a lancé ses guerriers, donc il y a eu une vraie guerre contre Faidherbe d'ailleurs, et c'est pour ça que je pensais que c'était important. Et il y a aussi, pour montrer, parce que Saint-Louis, ça a été la première base où se sont installés les Européens avant d'envahir le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et ils ont créé à Saint-Louis
une base du commerce triangulaire aussi. Et c'est pour montrer aussi à nos enfants que à partir de là, des gens sont partis du Sénégal et ont été déportés aux Antilles, ont été déportés à Cuba, ont été déportés dans l'Amérique latine, et qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'il y a une coupure entre eux qui sont sur le continent et ceux de la diaspora qui ont été déportés en esclavage. Parce que comme je l'explique dans le livre, tous ces gens-là, c'était des gens libres. Ils avaient leurs activités, ils avaient leur champ, ils avaient leur foyer, ils avaient un nom, ils avaient un village, ils avaient une culture. Des incultes sauvages barbares. Parce que souvent on dit c'était des esclaves, on pense que c'est un statut ou qu'on est né comme ça et que c'est comme ça qu'on doit être. Donc il faut montrer que c'était des gens libres qui ont été pris et qui ont été déportés ailleurs pour être traités moins bien que des animaux et pour servir à développer des colonies qui ont fait que ces pays qui étaient au cœur de la traite, des pays européens, sont devenus les plus puissants du monde grâce à l'esclavage, grâce à tous les revenus générés par l'esclavage. Donc c'était un peu pour faire le lien avec cette histoire. Elle était reine, elle a eu la chance de rester dans son pays et de combattre, mais je montre le cas d'autres petites filles, princesses, petites filles ou simples sujets, citoyens, qui ont été déportés, qui étaient esclaves dans les plantations de coton aux États-Unis. Donc c'est pour montrer que personne ne pouvait échapper à ça et qu'on est toujours concerné. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu, à travers le personnage de Ndaté Yala, elle me paraissait une porte d'entrée importante dans toute l'histoire à la fois d'une région, d'un peuple, d'activités et aussi des relations entre l'Afrique et l'Europe dès les premiers contacts entre les Européens qui ont voulu tout de suite nous asservir. Et c'est pour ça aussi je montre, quand ils se sont rendus compte de toutes les richesses qu'il y avait en Afrique, ont commencé à créer les mythes de racistes un peu, de l'infériorité des Noirs, comment c'était enseigné dans les écoles. Enfin voilà, je parle un peu de tout ça et je pense que Ndaté Yala, c'était un sujet important pour pouvoir entrer vers cette histoire. En tout cas, moi, je l'ai dévoré, je ne vais pas vous le cacher, et j'étais émerveillée. Et je n'ai pas envie de raconter toute l'histoire parce qu'il faut que les autres en fait, fassent l'effort de l'acheter et de découvrir tout simplement ce que moi j'ai découvert. Alors en fait, je voulais savoir, est-ce que cette bande dessinée, est-ce qu'il y aura une suite parmi les femmes qui figurent dans Reine d'Afrique et Héroïne de la diaspora noire? Ah, ce serait mon rêve si j'avais les moyens de le faire. Mais là, je suis en train de terminer un deuxième album jeunesse parce que je veux parler aussi des illustrations qui sont, je trouve, remarquables. Et c'est un jeune illustrateur togolais, Adrien Folinotsron, qui a fait ce travail. On a travaillé en symbiose. C'est très difficile parce qu'il fallait trouver des images de l'époque pour ne pas être... Voilà, pour qu'il n'y ait pas de dichotomie, que ce soit exactement que les gens étaient habillés de telle façon, que comment ça s'appelle, les villages étaient de telle façon, qu'on n'introduise pas d'images modernes dans... Voilà, donc ça a été un travail assez difficile, mais lui, il a remarquablement réussi. Donc je pense que c'est important de le signaler aussi. Et donc je vous disais que j'étais en train de terminer un deuxième sur l'Empire du Mali au Moyen-Âge, qui correspond à son apogée au XIVe siècle. Et à travers toujours le personnage d'une reine, la reine Kassa, qui a été la seule femme à avoir occupé un rôle important sur le trône du Mali, puisque son mari, c'était l'empereur Souleymane, qui était le frère de Kankan Moussa, qui a succédé à Kankan Moussa. Et donc, elle était adulée par son peuple, elle avait un rôle important au sein du pouvoir, et tellement qu'elle s'est dit un jour, mais moi aussi je peux être... je peux diriger, les gens m'aiment, je suis aussi intelligente que mon mari. Et elle a tenté, elle a comploté pour faire un coup d'État contre lui. Malheureusement, le complot, ça s'est su, donc ça a été éventé. Et elle a été mise aux arrêts. Enfin, mais c'est une femme, il faut voir un peu ce tempérament. Et donc, elle aussi, elle me sert, je raconte son histoire, mais elle me sert aussi de porte d'entrée vers
toute cette histoire de l'Empire du Mali, qui était quand même le premier producteur d'or au monde, avant la découverte des royaumes amérindiens, du Pérou, du Mexique et de Colombie, et où les Européens ont pillé l'or. Mais tandis que le Mali était vraiment... l'or du Mali était dans les vaisselles des grandes cours européennes, partout, dans les pièces de monnaie, voilà. Donc ça me permet de faire découvrir tout ça aussi au jeune public. C'est génial. En même temps, j'ai envie de rajouter que, vu que essentiellement dans nos sociétés traditionnelles, c'était essentiellement basé sur le matriarcat ou le système matrilinéaire. Donc ça ne nous étonne pas que des femmes extraordinaires de ce genre qui ont participé massivement à l'histoire méritent leur place aussi voilà, dans notre génération. Et justement, en fait, je voulais savoir votre regard actuel sur la jeunesse africaine, afrodescendante par rapport à l'aliénation dont on est en train de vivre. Ah oui. Je crois que justement, si on parle d'aliénation, souvent c'est parce que les gens sont ignorants de ce passé où on avait des personnages valeureux. On a eu des femmes, vous parliez de matriarcat, effectivement, dans l'Afrique précoloniale, il y a eu beaucoup de sociétés où les femmes jouaient un rôle important, que ce soit économique, que ce soit spirituel ou que ce soit politique. Donc là, par exemple, je parle de cette reine qui était la reine du Wallo. Et dans le Wallo, on a les Linguères qui étaient les sœurs ou les mères ou les épouses de rois. Et elles avaient un entraînement militaire, elles avaient, dans leur éducation, on les entraînait à diriger des hommes, on les entraînait. Et si le roi, par exemple, était empêché ou absent, la Linguère pouvait prendre automatiquement la place, le temps. Voilà. La preuve pour ne pas vous marcher sur la langue, la preuve de l'histoire du fameux Talatainder. Oui. Ces femmes qui ont combattu farouchement les morts Trarza. C'est génial. Franchement, la bande dessinée, moi, je la suggère à tout ce qui veut m'entendre. Voilà. Donc voilà. Et je pense que si aujourd'hui, on a une partie de la jeunesse, pas toute, hein, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont conscients et qui cherchent à s'affirmer parce qu'ils ont les mêmes compétences que tous les autres jeunes du monde. Et il n'y a aucune raison qu'ils acceptent de cette place infériorisée à laquelle on veut les assigner. Et donc, c'est vrai qu'il y a une partie de la jeunesse qui est un peu perdue et qui est peut-être superficielle par ignorance ou qui se laisse éblouir uniquement par ce qui est occidental, la mode, les tenues un peu dévergondées. Toutes ces valeurs qu'on a chez nous sont en train de se perdre. Mais je pense que le jour où il y aura plus d'éducation sur nos propres ressources culturelles, historiques. Les jeunes se rendront compte qu'il ne faut pas qu'ils fassent fausse route. Parce que je vois que, par exemple, des jeunes asiatiques qui sont tellement imprégnés de leur histoire, tellement imprégnés de leurs valeurs, tellement imprégnés de la place dont ils avaient conscience dans le monde, avec les grands royaumes asiatiques antérieurs. Ce sont des gens qui ne se sentent pas inférieurs aux autres. Bien sûr. Donc pourquoi nos enfants seraient perdus? C'est parce qu'ils ne savent pas tout ça. Que nous aussi, on a joué un rôle dans l'humanité. Il y a un problème d'éducation aussi. Voilà, on a joué un rôle dans l'humanité. Et peut-être que ce genre de travail peut les aider à relever la tête et avoir une autre idée d'eux-mêmes. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet d'un autre livre en cours ou bien? Alors déjà, je vais terminer le livre sur la reine Kassa, donc dans l'Empire du Mali au Moyen-Âge. Et puis, effectivement, j'ai commencé à travailler longtemps là-dessus parce que Reine d'Afrique s'arrête fin 19e, début 20e. Et j'avais commencé à travailler sur des pionnières un peu du 21e siècle, beaucoup plus contemporaines. Donc voilà, et j'aimerais bien, si Dieu me prête vie, et puis si le temps... Je croise les doigts. Donc j'ai le temps, pouvoir proposer aussi au public d'autres modèles de personnages féminins dont on pourrait être fier et qu'on pourrait enseigner à nos enfants au lieu qu'il n'ait que des personnages occidentaux comme référents aujourd'hui parce que l'école leur impose ça. Oui. Alors malheureusement l'émission touche à sa fin. J'ai beaucoup parlé. Et je suis restée encore sur ma faim, mais bon, ce sera que partie remise. Alors en fait la tradition veut que chaque fois qu'on termine l'émission, on demande à l'invité son dernier mot.
Alors, c'est quoi votre dernier mot, Madame Serla? Mon dernier mot, en tout cas, je sais que je suis très contente que vous, une jeune, vous ayez fait cet effort et eu l'envie de venir parler de ce travail, de le transmettre aussi. Hein, parce important, que notre vœu à tous, c'est de toucher le maximum de nos enfants, des jeunes générations, de se passer. Parce qu'on ne se rend pas compte combien l'histoire est importante pour savoir où on va demain, pour se situer dans le monde. Donc, vous avez fait ce travail. Alors, c'est mon dernier mot, mais je vous en remercie infiniment. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Alors, introduction est terminée. On vous donne rendez-vous prochainement pour une autre invitée. Au revoir.